Bien, aujourd'hui, nous allons travailler sur l'écriture des conditions initiales dans un problème de mécanique. Je vais commencer par un premier cas qui concerne la chute libre verticale. Je rappelle que la chute libre, le mot libre veut dire il n'y a que la force poids qui agit sur le corps. Et verticale, ça veut dire c'est la trajectoire, elle est verticale. Donc, avant toute écriture des conditions initiales, d'abord on lit le texte de l'exercice. On lit le texte. Donc, il s'agit d'une bille de masse m égale à 5 grammes. Elle est lâchée d'une hauteur de 12 mètres. Donc ça, c'est important à souligner. Sans vitesse initiale. Ça, c'est très très important aussi dans l'écriture des conditions initiales. Donc, une fois que vous avez souligné vraiment les phrases qui sont importantes, bien entendu, soit on fait un schéma comme celui-là, soit le schéma, il est déjà donné. Remarquez bien que j'ai pris un axe vertical Z vers le haut et un axe X horizontal. Je peux noter ici I, vecteur unitaire, et là K, par exemple. Sachez que là, c'est un choix que j'ai pris. On peut trouver des problèmes avec X horizontal et Y vertical, c'est-à-dire ici Y. Mais le problème, vous allez voir, c'est toujours la même chose, si ce n'est le changement de la notation. Vous voyez, Z passe à Y et vice-versa. Donc sachez que le corps ou la bille est représenté par son centre de gravité G, G0, j'ai noté G0, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, il est là. Vous voyez, ça c'est la position initiale. Je rappelle que nous sommes en train de faire de la mécanique du point matériel, c'est-à-dire que tous les corps qui nous intéressent seront représentés par un seul point, et ce point, c'est le centre de gravité du corps. Donc ça s'appelle la mécanique du point matériel. C'est ce qu'on va faire dans les exercices qui vont suivre. Pas aujourd'hui, mais la prochaine fois. Bien. Les conditions initiales, on va écrire les lois de Newton. On va faire des primitives. Vous voyez, donc je vais juste résumer un peu. On va écrire la loi de Newton, ou deuxième loi de Newton, admettons, je prends cette loi comme ça, mais ça peut être la première loi de Newton, deuxième loi de Newton. Donc, ça va me donner, bien sûr, on va utiliser des primitives pour trouver des équations horaires, et ces primitives me donnent des constantes. Regardez la leçon sur les primitives. Mais ces constantes, on les détermine grâce aux conditions initiales. Donc, il faut bien savoir les écrire. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Bien, comment écrire les conditions initiales pour ce problème? Donc, je vais vous montrer comment le faire. Je vais d'abord écrire les conditions initiales. Ça veut dire quoi, les conditions initiales? Ça veut dire à t égale à 0. Donc, où se trouve l'objet, c'est-à-dire la bille, à t égale à 0? Donc, je vais noter OG0. C'est le vecteur position. Ici, j'ai x0 égale z0 égale. Pourquoi? Parce que les axes qu'on me donne sont x et z. Si c'était x ici, y ici,
j'aurais mis x0, y0. Hein, il faut respecter la notation de l'exercice. x0, vous voyez que l'habit, il est là. Donc x0, c'est 0. Vous voyez, là. Donc je mets 0. Z0, vous voyez, c'est 12 mètres. C'est marqué dans le sujet. Donc je marque 12, comme ça. Si vous voulez marquer H, pourquoi pas. Et on le remplace à la fin par 12. Je vais marquer ici entre parenthèses, vous avez le droit de marquer Z0 égale à H. Et à la fin, vous remplacez H par 12 dans les calculs. Donc vous voyez bien que la chute, elle est verticale. X0 égale à 0. Mais vous avez remarqué que, quel que soit l'instant t, x0 restera toujours égal à 0. Donc ici, sur l'axe des x, on ne fera pas d'étude. On se consacre sur l'axe z. C'est lui qui va nous donner l'équation du mouvement de la bille dans ce repère-là. Donc vous voyez que là, c'est la condition initiale sur la position de la bille. Maintenant, sur la vitesse initiale, je note V0. Donc j'ai V0 X et V0 de Z. Sachant que la bille est lâchée sans vitesse initiale. C'est-à-dire que vous avez pris la bille entre vos doigts et à un instant T, vous l'aviez lâchée. Donc il n'y a pas de vitesse initiale. Vous voyez, vous ne l'aviez pas poussée vers le bas avec votre main. Donc j'ai 0 et 0. Encore une nouvelle fois, sur l'axe des X, puisque je viens de dire que là, la chute, elle est verticale, et donc il n'y a que l'axe Z qui est intéressant dans l'étude. Ce que j'encadre ici, ça veut dire que on peut ne pas le mettre. Vous voyez? Quand on fera l'exercice sur la chute libre, vous verrez qu'on va trouver l'équation horaire uniquement Z en fonction du temps. Pourquoi? Parce que X restera toujours égal à 0, c'est-à-dire que le mouvement il est vertical, il va tomber exactement sur 0 ici, à un instant t donné. Donc ici, c'est un premier cas. Donc, vous avez vu que les conditions initiales, qu'est-ce qu'on fait? Je vais rappeler les règles. Tout d'abord, on regarde les axes du repère donnés dans l'exercice. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour détecter le sens positif de chaque axe. Ça, c'est important. C'est-à-dire X, vous voyez là, il est vers la droite comme ça. J'aurais pu la mettre vers la gauche, par là. Z, c'est vers le haut, mais j'aurais pu prendre 0 ici et Z vers le bas. Vous voyez? Donc faites attention. Je vais les noter. Premièrement, repérer les sens positifs des axes et l'origine, c'est-à-dire où se trouve le 0 et l'origine O, c'est-à-dire 0. Ça, c'est primordial. Petit b, localiser le centre de gravité G0 à t égale à 0. Et petit c, vérifier bien sûr la vitesse V0, c'est-à-dire à t égale à 0. Est-ce que la vitesse est nulle? Est-ce qu'elle n'est pas nulle? Quelle est sa... Vérifier, ça veut dire la valeur
et le sens. Donc vous voyez que là, ça c'est des règles importantes à savoir hein, pour faire ce travail. Vous voyez si par exemple l'exercice, vous voyez je vais changer un petit peu le texte. Donc de h égale à 12 mètres avec une vitesse initiale V0 égale, admettons, à 2 mètres par seconde. Voilà, 2 mètres par seconde. Donc ça veut dire que dans les composantes de V0, hein, je vais marquer, je vais le faire là, hein, V0, donc ça va être, bon, V0 de x égale à 0, bon ça, je le mets parce qu'il y a l'axe, mais après, on ne s'y intéresse pas. V0 de z égale à 2. Bien sûr, l'unité, elle est donnée avec la vitesse. Donc, vous voyez, tout à l'heure, c'était 0, là, il y a 2. Et donc, ces valeurs-là, de V0, de z, vont me donner les constantes des primitives hein, qu'on a trouvées dans les équations horaires et dans les équations de la vitesse. Ah, on verra ça quand on fera les exercices de façon complète. Donc voilà pour ce premier cas qui n'est pas très compliqué. Maintenant, on va voir le cas où la chute libre n'est pas verticale, elle est parabolique. Et je vais vous donner les deux cas qu'on peut trouver à chaque fois dans les problèmes, bien sûr, de mécanique. Bien, nous passons maintenant au cas numéro 2. Hein, il s'agit de la chute libre parabolique. Donc, c'est-à-dire que la trajectoire de l'objet, elle est parabolique et se trouve dans un plan hein, que nous appelons x, y. Donc sachez que tout mouvement parabolique se déroule dans un plan. Hein, et ce plan ici, il est noté par les axes x, y. Donc la première chose à faire, c'est de localiser l'objet à l'instant t égale à 0. Donc vous voyez, à t égale à 0, l'objet il est sur O, ici. Ça veut dire l'origine des axes, là. Et il a une vitesse initiale, V0, qui fait un angle alpha avec l'axe des x. Ça, c'est ce qui est donné sur le schéma de l'exercice. Donc, comment écrire maintenant les conditions initiales? Donc, sachez que les conditions initiales, avant de les écrire, d'abord repérer le sens des axes. Est-ce qu'on est dans la partie de l'orientation positive de l'axe ou bien dans l'orientation négative de l'axe? C'est-à-dire que là, vous voyez x, il est dirigé vers la droite, positivement, y vers le haut. Ça, c'est important parce que pour les projections des vecteurs, ben, il faut connaître le sens des axes. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, la position de l'objet. Donc, à t égale à 0, il est sur O. Donc, le vecteur position à t égale à 0, je le note au G0 de cette façon-là. Et étant donné que le mouvement se passe dans un plan x, y. Donc, on a besoin de x0 et de y0, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0. Hein, je rappelle, hein, avant que le mouvement se fasse, c'est-à-dire que vraiment à t égale à 0. Donc là, c'est évident, x0, il est sur O, donc il vaut 0. y0, il est sur O, donc il vaut 0. Donc ça, voilà. Il n'y a aucun problème à noter ça. Maintenant qu'on a trouvé la position à t égale à 0, c'est-à-dire quelles sont les valeurs de x0 et y0, je passe maintenant à la vitesse v0 à l'instant t égale à 0. Donc, bien entendu, j'ai l'orientation de v0, j'ai l'angle alpha
qui est entre V0 et X. J'ai représenté par une projection orthogonale la partie sur X, c'est la partie rouge ici, et la partie sur Y, c'est la partie verte. Donc, si vous regardez la leçon sur la projection d'une force, hein, j'avais expliqué tout ça, sachez que on a V0x égale, et on a un V0y égal. Vous voyez, sur chaque axe, j'ai la projection de V0. Ici, le alpha, il est de côté de x, donc on va utiliser la fonction trigonométrique cosinus pour trouver cette projection qui est sur x. Donc ça va être V0 fois cos de alpha. Et l'autre, une fois que vous trouvez le cosinus, l'autre c'est le sinus forcément. Sinon, vous le faites avec une fonction trigonométrique sinus et vous allez trouver ça. Mais tout ça, ça a été expliqué dans la projection d'une force sur des axes. Donc voilà les conditions initiales pour ce problème. Il suffit de connaître la valeur de V0, la valeur de alpha, et on peut calculer cette quantité-là, vous voyez. Admettons V0 c'est 2 mètres par seconde, alpha 45 degrés, et bien vous calculez avec la calculatrice et vous trouvez un nombre ici et un nombre là. Mais sachez que dans le problème de mécanique qui concerne ce genre de situation, on préfère garder V0 cos alpha jusqu'à la fin un peu du problème pour faire les calculs. Donc ça dépend de chaque problème, mais si vous les gardez comme ça ne pose aucun problème. C'est comme si vous avez une valeur, hein, que vous mettez dans les équations au fur et à mesure de la résolution du problème. Donc voilà les conditions initiales de cette situation-là. Je vais effacer ça et je vais vous donner quelques cas pratiques, hein, qu'on trouve dans les exercices de mécanique. Vous voyez ce cas par exemple, on le trouve dans un problème, par exemple, de football, par exemple. Vous voyez, un footballeur, hein, footballeur qui tire sur le ballon, hein, qui tire sur le ballon, hein, sur le ballon. Donc, il peut décrire un mouvement parabolique comme ça. Et donc, les conditions initiales, c'est là où il va tirer le ballon, c'est-à-dire à t égale à 0. Vous voyez, donc, on trouve les mêmes conditions initiales qu'on vient de voir, vous voyez. Par exemple, un golfeur, par exemple, vous voyez, quand on fait du golf, c'est pareil aussi, vous voyez. Hein, quand il utilise la balle, ben, la balle décrit un mouvement, bien sûr, la balle décrit un mouvement parabolique. Comme dans ce cas-là, vous voyez, donc on aura les mêmes conditions initiales. Et vous pouvez avoir vraiment beaucoup de cas de ce type-là. Donc, sachez que vous aurez toujours un schéma de l'exercice. Si le schéma n'est pas donné, on ne sait jamais, eh ben, vous essayez de le faire rapidement, hein, pour comprendre le problème. Donc voilà pour cette situation-là. On va passer maintenant à une autre situation, hein, pour voir un petit peu que tout dépend du problème. Les conditions initiales, hein, les conditions initiales changent selon les problèmes et selon le type d'exercice. Bien, nous passons maintenant au cas numéro 3. Donc il s'agit toujours d'un mouvement de chute libre parabolique. Je rappelle, hein, la chute libre parabolique, ça veut dire que c'est la chute libre, hein, d'un objet soumis uniquement à son poids P, c'est-à-dire la force, hein, qu'on prend en considération ici, c'est le poids de l'objet. Ça, il faut bien le noter. Hein, dès que vous avez le mot libre avec la chute,
c'est que il n'y a que la force poids qui nous intéresse dans l'étude mécanique de l'objet. Donc ici, vous avez remarqué, donc, hein, c'est un match de basket, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lance le ballon comme ça, hein, pour marquer un panier par exemple, hein. Donc c'est un mouvement parabolique, hein. Ici, vous avez les axes X, Y, Z. Donc vous savez que c'est un mouvement plan qui va se dérouler dans le plan X, Y. Ça veut dire que l'axe Z, on peut le mettre de côté. Vous voyez, donc dès qu'il y a un axe sur lequel le mouvement n'a pas lieu, eh bien, il faut le supprimer des équations et ne pas le mettre dans vos équations de mécanique, par exemple. Donc ici, on va s'intéresser au problème dans le plan X, Y. Donc, remarquez bien que à t égale à 0, le G0, il est là, vous voyez, au point A, ici. Donc là, maintenant, j'ai le G0, j'ai les axes X, Y. En fait, c'est un problème de calcul de coordonnées d'un point. Vous voyez, ça c'est un point. Hein, quelles sont les coordonnées de ce point? Vous voyez, dans le repère X, Y. Vous voyez, ça se ramène à ça. Hein. Notons le sens de X et de Y. Donc ça, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, les conditions initiales sur la position au G0. Hein. Donc j'ai x0 qui va être égal à une certaine quantité, y0 aussi égal à une autre quantité. Donc x0, quelle est la coordonnée de G0 du point G0 sur X? Vous voyez que ça tombe sur O, donc c'est 0. Vous mettez 0. Quelle est maintenant la coordonnée de G0 sur l'axe Y? Donc vous voyez que on ne lance pas le ballon à partir de 0. Vous voyez ici, on le lance à partir d'une hauteur h, qui peut valoir une certaine valeur, hein, qui est donnée dans l'exercice. Hein. Ça dépend voilà, de sa valeur. Donc ici, je vais mettre h, sachant que h, hein, on peut connaître sa valeur dans l'exercice, bien entendu, pour faire les calculs, hein, des vitesses, etc., etc. Bon. Donc voilà, ça peut être 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres et quelques, tout dépend du problème. Donc voilà pour le OG0 à t égale à 0, c'est fait. Maintenant pour V0, la vitesse. Ben, vous voyez, je vais vous dire une chose, V0, dans ce genre de problème, c'est toujours les mêmes équations, sauf, faites attention, hein, sauf c'est l'orientation de V0, elle est horizontale. C'est elle est horizontale, donc ça veut dire qu'elle n'a pas de composante sur Y. Hein, donc sachez que vous devez absolument regarder la leçon sur la projection d'une force pour bien comprendre tout ça. Donc, lorsqu'un vecteur comme ça, il n'est pas perpendiculaire à Y, il n'est pas perpendiculaire à X, ça veut dire qu'il est quelconque, ben forcément, il a deux composantes, V0X et V0Y. Vous voyez? Donc je vais les noter, hein. C'est comme tout à l'heure, donc c'est V0 multiplié par cos de alpha. Positivement, pourquoi? Parce que le vecteur il est là, il tourne comme ça, donc il va aller dans le sens de X. Et V0Y, c'est V0 sinus de alpha positivement. Attention au signe. C'est pour cela que je vous ai dit repérer toujours le sens de X et de Y. Vous voyez? Ça c'est important. C'est-à-dire l'axe des X ici, il peut être donné vers la gauche. Pourquoi pas? Hein? Donc, faites très très attention quand vous faites la projection du vecteur, regardez le sens du vecteur sur la projection. Est-ce que le sens va aller dans le sens de l'axe? Et dans ce cas-là, c'est plus. Mais s'il va dans le sens contraire de l'axe, ben on met moins tout simplement.
Donc voilà, pour ce problème-là, on a on a les conditions initiales. Hein. Je rappelle, pourquoi déterminer les conditions initiales? C'est parce que dans la résolution du problème mécanique qui est là, hein, ou un autre qui lui ressemble, on va trouver des constantes, vous voyez, dans les primitives. Vous savez, normalement, chaque primitive, elle est donnée à une constante près. Et donc ces constantes-là, c'est grâce aux conditions initiales sur la position pour x, y, c'est-à-dire pour les équations horaires, et sur la vitesse pour l'expression de la vitesse. Vous voyez, dans la vitesse, lorsque on prend la primitive de l'accélération, on trouve une vitesse avec une constante k, hein, je les ai appelés k1, k2, k3, mais ça, vous pouvez les appeler ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, ben, cette condition initiale me donnera la constante k ou k1 ou la constante d'intégration aussi. Hein, on appelle ça aussi la constante d'intégration ou bien la constante de primitive. C'est-à-dire que dans l'équation, vous remplacez t par 0. Vous voyez, t égale à 0. Dans l'équation, vous mettez t égale à 0. Et vous allez trouver une équation dans laquelle il y a la constante. Et une de ces valeurs-là, c'est s'agit de la vitesse. Ou une de ces valeurs, c'est s'agit des équations horaires du mouvement. Tout ça, on va le voir concrètement dans des exercices qu'on fera plus tard. Mais sachez que là, je suis en train de vous donner tous les éléments pour bien réussir un exercice de mécanique concernant la chute libre, que ce soit verticale ou bien parabolique. Je rappelle ce que j'ai fait. Hein. Je vous ai montré, déjà j'ai commencé par donner une fiche méthode pour résoudre un problème de mécanique dans le cas général. Ensuite, je vous ai donné les primitives à connaître absolument pour traiter un problème de mécanique. Ensuite, je vous ai donné les règles de projection basiques pour faire un problème de mécanique. Et là, je suis en train de vous donner comment écrire les conditions initiales qui vont me permettre de finir la résolution d'un problème de mécanique dans ce domaine-là, c'est-à-dire la chute libre, verticale, parabolique, etc. Et les conditions initiales, on peut les trouver aussi dans d'autres domaines de la physique, hein, comme l'électricité, comme... Voilà, mais je ne vais pas m'étaler sur ce problème-là. Hein. Donc, voilà pour ce cas. Donc, ce cas, par exemple, quels sont les sports, par exemple, qui peuvent être traités de la même façon qu'ici, hein? Eh bien, je vais vous en donner quelques exemples. Hein. Donc, vous avez les plongeoires de piscine. Vous voyez, on est sur un plongeoir et on plonge dans une piscine. Ben, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que je ne suis pas à 0 ici, c'est-à-dire à l'origine, mais je suis quand même à une certaine hauteur h. Le volleyball, par exemple, c'est pareil. Donc ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Service en tennis, par exemple, vous voyez? Quand on fait un service, ça ressemble aussi à ce genre de problème. Vous voyez, le service n'est pas fait au niveau du sol, mais il est fait à une certaine hauteur h. Donc voilà des problèmes qui peuvent traiter avec les mêmes conditions initiales que celui-là, mais il suffit de regarder le problème, repérer le G0, repérer V0 et savoir faire les projections d'un vecteur hein, de façon simple et déterminer les coordonnées d'un point dans un repère x, y donné. Donc, bien, voici un quatrième cas hein, qui va être un peu général. Hein. Donc ici par exemple, on a un palier ici. Hein, et vous poussez un objet, soit qui roule, soit
soit un ballon par exemple, hein, si vous laissez un ballon partir de là, et on commence à l'étudier une fois qu'il arrive au point A, ici, là. Donc c'est là où j'ai le G0 à t égale à 0, c'est ici. Donc, avec une vitesse horizontale comme ça, vous voyez, parce que bon, quand il roule ici, la vitesse elle est horizontale comme ça. Donc il va venir jusque là, hop, il va faire un mouvement parabolique pour tomber sur l'axe des x, en un point donné. Donc sachant que au point G0, G2 sur x et 4 sur y, faites attention aussi aux unités, bien sûr, de x, y. Là, j'ai mis des mètres. Les mètres, ça aussi, c'est à observer dans le cas où on cherche les conditions initiales hein, pour voir les unités qu'on va mettre sur x, y. Hein, ça peut être des centimètres, ça peut être des mètres. Donc, comment maintenant écrire les conditions initiales? C'est toujours le même principe. Je vais prendre O G0, ça veut dire la position de l'objet à t égale à 0. Donc, c'est x0, y0. Vous voyez, donc, dans un mouvement de chute libre parabolique, c'est dans un plan, c'est toujours xy, sauf si un jour, et faites attention à ça, c'est le repère et les données, je sais pas moi, y, z ici, y là, ou bien x là, z ici. Mais ça n'a aucune importance, la méthode reste toujours la même. Donc, quelles sont les coordonnées du point A ou bien du point G0? Les coordonnées, hein, vous tracez la perpendiculaire à X, donc c'est 2. Donc là, je vais marquer 2, ici. Et la perpendiculaire à Y, et vous trouvez 4. Vous voyez? Là, je les ai notés, mais si un jour on vous donne un repère gradué, ben vous pouvez trouver les valeurs. Vous voyez? Voilà pour OG0, c'est-à-dire la position de l'objet dans le repère XY, juste au début du mouvement. Hein. Sachez que c'est toujours à t égale à 0, et ça veut dire la valeur de t, c'est 0. Quand on remplace la valeur de t dans les équations, c'est 0. Hein. T égale à 0. Bon, maintenant, la vitesse, V0. Donc, vous remarquez ici que la vitesse V0, donc j'ai V0x et V0y. Seulement ici, V0x ou bien V0, il est parallèle à x et il est perpendiculaire à y. Donc nous avons vu que lorsqu'un vecteur est perpendiculaire à un axe, sa projection elle est nulle. Et c'est 0. Et sa projection sur l'axe des x, c'est le vecteur entier, c'est-à-dire V0. Donc vous voyez que là, hein, il y a une différence entre les deux cas qu'on vient de traiter, où le V0 faisait un angle avec x. Donc vous voyez bien que c'est facile à écrire, une fois qu'on a compris le calcul des coordonnées d'un point dans un repère et la projection d'un vecteur sur un système d'axes, eh bien, le problème il est vraiment très simple. Donc voilà pour ce dernier cas qui était intéressant. Maintenant, on va voir un petit exercice, deux exercices sur ça, hein, et puis vous allez voir, hein, je vais vous donner la solution, mais vous essayez de trouver d'abord vous-même les conditions initiales, et après vous consultez la solution si vous avez un problème. Bien, nous passons maintenant à faire un exercice sur les conditions initiales. On vous donne les conditions initiales sur la position de l'objet et sur sa vitesse initiale, c'est-à-dire à t égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne OG0, x0 égale à 1 mètre, z0 égale à 3 mètres. Et on vous donne V0, V0 de x, c'est V0 multiplié par cosinus de alpha, et V0 de z, c'est V0 multiplié par sinus de alpha. Attention, je ne mets pas la multiplication la plupart du temps pour vous habituer à ça,
mais si ça vous dérange, vous pouvez mettre la multiplication. Sachez qu'en physique, il y a plusieurs formules où la multiplication n'est pas visible, mais il faut l'utiliser, vous voyez? Bien, bon, voilà, j'ai les données sous forme de conditions initiales, et j'ai 4 schémas, et on me demande lequel correspond à ces conditions initiales. Ben, je vais commencer par petit a, et puis je vais avancer comme ça. Bon, petit a, je vais justifier par la vitesse et la position, comme ça vous aurez... Donc, pour la position, par exemple, vous voyez les coordonnées du point G0 ici. Sur X, c'est 0. Vous voyez, si vous faites la projection orthogonale sur X, ça va tomber sur 0. Or là, j'ai 1 mètre. Donc déjà, le A est à éliminer déjà. Ensuite, pour la vitesse, regardez V0 de X. Vous voyez, le alpha, il est du côté de X, parce que les pointillés ici, c'est l'axe des X, vous voyez. Donc c'est V0 cosinus de alpha. Donc là, c'est bien. Ici, c'est bon. Or, si vous faites la projection de V0 sur Z, ben vous voyez que la flèche va aller vers le bas, c'est-à-dire le sens contraire de Z. Donc normalement, je dois trouver ici moins V0 fois sinus de alpha. Or là, c'est V0 sinus de alpha. Donc vous voyez que, et pour la position, et pour la vitesse, c'est faux. Donc le A, je vais noter ici le A, est à éliminer. Sachez que si l'une des deux conditions n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que le schéma ne correspond pas aux conditions initiales. Hein. Il faut que les deux conditions soient remplies, sinon ça ne va pas. Pour le B, regardez, la projection sur X, c'est 1 mètre. C'est parfait, j'ai 1 mètre. La projection de G0 sur Z, c'est 3. Donc j'ai 3 mètres. Ah, sachez que la projection, vous prenez la règle et puis vous projetez perpendiculairement jusqu'à X. Hein? Ça s'appelle les coordonnées du point G0 dans XZ. Remarquez par la même occasion que ici les axes sont appelés XZ. Hein? Précédemment, j'ai travaillé sur XY. Mais il n'y a aucun problème à cela. Hein, il faut s'adapter à la notation, hein, tout simplement. Donc, pour la position, c'est OK. Vous voyez? C'est OK. Mais pour la vitesse, ben regardez, il est orienté pareil que celui-là. Hein? Donc, ici, normalement, c'est moins V0 sin alpha. Or là, j'ai plus. Donc, le B est à éliminer aussi. D'accord? Le C maintenant, regardez la position de G0, donc les coordonnées, si je trace une perpendiculaire sur X, ça va tomber sur 2. Donc j'ai 2 mètres, et là j'ai 2 mètres. Or là j'ai 1 et 3. Donc déjà, c'est à éliminer déjà, hein, rien qu'avec la position. Je passe maintenant à la vitesse. Ben, la vitesse, vous voyez, c'est la même orientation que là et là. Normalement, je dois avoir un moins V0 sinus alpha. Or là, j'ai plus. Donc, c'est à éliminer. Le C, c'est à éliminer. Donc, tout ça ne marche pas. Bon, j'espère que le D marchera dans ce cas-là. Regardez les coordonnées de G0. Donc, c'est 1 et 3. Donc là, OK pour cette partie-là. V0 sur X, c'est V0 cos alpha. Et sur Z, vous voyez, elle est comme ça va monter vers le haut et ça va donner plus V0 sin alpha. Donc, OK. Donc, c'est D qui est le bon schéma qui correspond à ces conditions initiales. Donc, vous voyez, c'est un exercice intéressant. Hein, ça vous permet un petit peu d'argumenter, de raisonner, de chercher un peu. Et je trouve que c'est bien. Je vais faire un deuxième exo aussi sur
les conditions initiales. Nous allons faire l'exercice numéro 2. Donc il s'agit, vous avez un schéma d'un problème mécanique, hein. Apparemment il s'agit d'un basketteur, vous voyez. Et la première question, bon, elle est faite, ça veut dire qu'on étudie le mouvement dans le référentiel terrestre. Hein, de toute façon, on ne travaille que dans le référentiel terrestre pour nos problèmes à nous et sur la mécanique du point matériel. Bon, ça, il faut le savoir. La question numéro 2, on vous pose la question sur les conditions initiales. Ça veut dire qu'on vous demande de les donner dans ce cas-là. Hein, d'accord? Donc, je vais un peu refaire le schéma ici. Sachez qu'il s'agit d'un axe. Moi, je vais le faire là juste vite fait pour un peu que ça soit plus visible. Il s'agit d'un axe et Y. Voilà. Notez bien l'unité, mètre. Le G0 se trouve en un point ici. D'ailleurs, c'est marqué et c'est marqué 2. Ça veut dire au point 2 mètres. Remarquez bien qu'on ne voit pas l'origine de l'axe Y. On ne le voit pas. Ça, c'est la première chose. Et qu'elle est dirigée positivement vers le haut. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention. Maintenant, X. Est-ce que X elle est vers la droite ou vers la gauche? Vous voyez? Puisque là, X n'est pas représenté sur le schéma. Mais regardez bien un peu ici ce qu'on vous donne. Ici. Et vous voyez pourquoi je vous ai dit précédemment que faites attention à l'orientation des axes. Ça n'est pas toujours le cas vers la droite, c'est-à-dire X, Y, comme vous avez l'habitude de le faire. Ça peut être comme ici, vous voyez l'axe des X, il est dirigé positivement vers la gauche. Vous voyez, si je refais le schéma ici, c'est comme si vous avez l'axe, il est vers là, vous voyez. L'axe des X, il est vers là. Bon, le 0, il est là si je prends le début de l'axe ici, mais sachez que le 0 n'est pas représenté parce que ça n'a aucun intérêt dans l'exercice. C'est pour cela qu'il n'est pas représenté. Donc, faites attention à ça. Ça, c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. Bon, maintenant, une fois qu'on a repéré un petit peu ces difficultés-là, eh bien, ça n'est pas compliqué, hein. Je commence toujours par la position, mais vous avez le droit de commencer par V0. Hein. Donc, au G0, c'est-à-dire, même si le haut, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est quelque part là vers le bas. Donc, c'est X0 égale et Y0 égale. J'ai mis X et Y parce que là, j'ai Y et j'ai X aussi puisque là, j'ai I. Je suppose que c'est X, hein, d'accord? Bon, Y0 déjà, c'est 2 mètres. Voilà, voilà, j'ai créé 2 mètres. Et puis X0, puisque le point G0 se trouve sur l'axe des Y, donc la projection ne peut être que vers haut, ça veut dire 0. Donc j'ai 0 mètres ici, pour X. Voilà, maintenant pour V0, c'est très très simple, une fois que vous avez repéré les difficultés, après, bon, donc V0, V0, puisque le alpha, il est du côté de X, ça, il faut bien le noter, hein, parce que si on vous donne alpha entre V0 et Y, le cosinus sera sur V0Y. Vous voyez? Alors, regardez la projection des vecteurs que j'ai déjà faite, hein, la leçon que j'ai faite, et vous allez comprendre ça s'il y a un problème. Donc, V0 de x égale V0 cosinus alpha. Bon, la multiplication, je la mets, mais je vous ai dit que vous pouvez ne pas la mettre. V0 de y égale, c'est le sinus alpha, avec toujours la multiplication ici. Donc, est-ce que les deux sont exprimés positivement ou négativement? Ils sont positifs. Les deux expressions sont positives. Pourquoi? Eh bien parce que, vous voyez, regardez, la projection de la vitesse sur y, elle est comme ça va aller comme ça, donc dans le sens positif. Et elle est comme ça, donc elle va aller comme ça, donc elle va aller dans le sens positif de x. Si le sens de x était vers la droite, j'aurais marqué ici moins, là. J'aurais marqué moins.
Donc voilà le travail sur les conditions initiales. Et si vous relisez tout ce que je viens de dire et vous faites tout ce que je viens de dire et que vous retenez ça, parce que normalement il faut retenir les méthodes. Vous voyez, je le dis à chaque fois, ça n'est pas le résultat qui compte, ça n'est pas la valeur qui compte, c'est la méthode qui compte et le raisonnement qui compte. Donc si vous avez compris un petit peu l'esprit un petit peu des conditions initiales, eh ben, vous ne raterez jamais l'écriture des conditions initiales dans les problèmes de mécanique. Prochainement, on fera des exercices sur chaque cas, vous voyez? Sur un basketteur par exemple, sur un golfeur, sur... Bon, et vous allez voir que les problèmes se traitent toujours de la même façon. Et je rappelle pourquoi on écrit les conditions initiales. Je vais l'écrire ici. Hein. C'est pour déterminer les constantes trouvées dans les primitives. Les constantes trouvées dans les primitives. Déterminer les constantes trouvées dans les primitives.